globalement, euh, le niveau des copies reste relativement faible, voire si l'on enfin relativement faible, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de comparer vos copies avec celles d'une collègue de philosophie qui a donné exactement le même devoir avec les mêmes questions. Euh, et elle a eu en moyenne 2 copies doubles par copie, hein, enfin par élève. Donc, effectivement, il semblerait que vous n'ayez toujours pas pris la mesure des exigences à l'écrit de cette discipline. Si certains ou certaines d'entre vous souhaitent la conserver à titre de spécialité l'année prochaine, il va falloir vous poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard. Alors, globalement, je note un certain manque de sérieux dans certaines copies. Là, à tout hasard, dans l'autre groupe, j'ai une copie qui, en 1 heure, a réussi à me pondre, je crois, 8 lignes. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, Demandez-vous ce que vous faites là, quoi. Parce qu'on répondra à cette question l'année prochaine d'une manière définitive. Alors, je relis le texte et je réponds de manière méthodique aux questions. Donc vous avez normalement le texte avec vous. Quand j'ai trouvé un texte dans une copie, je l'ai remis systématiquement dans la copie. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme, et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Aussi, je regarde le sujet de ce discours comme une des questions les plus intéressantes que la philosophie puisse proposer, et malheureusement pour nous, comme une des plus épineuses que les philosophes puissent résoudre. Car comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on ne commence par les connaître eux-mêmes? Et comment l'homme viendra-t-il au bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle? J'aimerais bien être le seul à parler quand je parle, et quand je dis j'aimerais bien, je l'exige. Et comment l'homme viendra-t-il au bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond, d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif? Semblable à la statue de Glaucus, que le temps, la mer et les orages avaient tellement défiguré qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce, l'âme humaine altérée au sein de la société par 1000 causes sans cesse renaissantes, par l'acquisition d'une multitude de connaissances et d'erreurs, par les changements arrivés à la constitution des corps, par le choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, changé d'apparence au point d'être presque méconnaissable. Et l'on n'y retrouve plus, au lieu d'un être agissant toujours par des principes certains et invariables, au lieu de cette céleste et majestueuse simplicité dont son auteur l'avait empreinte, que le difforme contraste de la passion qui croit raisonner et de l'entendement en délire. Ce qu'il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine l'éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de connaissances, et plus nous nous ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de toutes, et que c'est en un sens à force d'étudier l'homme que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître. Alors, normalement, il me semble que le texte s'arrêtait là voilà, dans votre devoir. Alors, quelle était la première question? La première question consistait à expliquer, je crois,
une phrase, l'âme humaine altérée au sein de la société par 1000 causes sans cesse renaissantes. Alors, que signifiait cette phrase et comment l'expliquer? Tout d'abord, et certains ont fait référence à la statue de Glaucus et c'était bien vu, tout d'abord, il est question de l'âme humaine, c'est-à-dire de sa spiritualité, de son esprit, et non de son corps. Autrement dit, Rousseau cible dans cette phrase, il faut prendre des notes, surtout vous, il faut prendre des notes. Rousseau vise dans cette phrase ce qui s'attache le plus essentiellement, le plus substantiellement à la personne humaine, l'âme. Cette âme a été altérée. Que signifie le terme altéré? Il vient du latin alter. À votre avis, ça veut dire quoi? Alterner, alternative. Oui, alter, ça veut dire autre, effectivement. L'âme humaine est devenue autre à elle-même. Autrement dit, d'emblée, Rousseau pose un problème. Ce qui est censé garantir notre identité à travers le temps, à savoir notre âme, est devenu l'autre d'elle-même. Et c'est plus qu'une simple modification ici. C'est une défiguration. C'est une mutation. Quelle est la cause de cette mutation? La cause est ce que Rousseau appelle la société. Comment comprendre ce concept de société? Eh bien, en le rapportant à la comparaison qu'il fait juste au-dessus, à savoir la statue de Glaucus dans la mer. La société est à l'âme humaine ce que la mer est à la statue de Glaucus. Autrement dit, le milieu qui va la transformer. La société est le milieu qui va faire muter l'âme de l'être humain. Comment comprendre que l'âme humaine que la société soit un milieu? Eh bien, il s'agit de dire que nul ne peut échapper, s'abstraire de la société, de la même manière que Glaucus ne peut pas sortir de la mer. Nous sommes soumis aux influences de la société, comme Glaucus est soumis au choc des vagues, des orages et du temps. Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant, par 1000 causes sans cesse renaissantes. Que nous dit Rousseau ici? Il faut bien comprendre le parallélisme entre l'exemple de Glaucus, l'illustration de Glaucus, et ce qu'il nous dit de l'âme humaine et de la société. Quelles sont ces 1000 causes? Ces 1000 causes, dit Rousseau, sont semblables au courant de la mer, sans cesse changeant,
sans cesse renouvelée. Mais Rousseau, ici, sort du vocabulaire mythologique pour utiliser celui de la science, celui de la causalité. Ici, Rousseau a clairement un modèle, on pourrait dire cosmologique, un modèle, une représentation du monde en tête. Et cette impression va être confirmée dans la suite du texte par la référence à la céleste, le ciel, céleste et majestueuse simplicité dont son auteur, il y a une copie qui m'a dit son auteur c'est Dieu, l'avait empreinte, dont son auteur l'avait empreinte. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu, l'auteur de l'âme humaine, Dieu soumettait notre âme à des causes simples, alors que simple et naturel, alors que la société va nous soumettre à des causes multiples et, on pourrait dire, chaotiques, dans un sens et dans un autre. Pour le dire encore autrement, nous étions des planètes à l'état de nature, nous sommes des grains de poussière, ballottés au gré du moindre courant d'air. Est-ce qu'il est aisé de prévoir la trajectoire d'un grain de poussière? Il suffit qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre en fait dans un bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés et le grain de poussière va s'en trouver modifié. Imaginez 1001 causes qui modifieraient la trajectoire de ce grain de poussière. Ça serait radicalement impossible de prévoir cette trajectoire. Et c'est exactement ce que dit Rousseau ici. Donc ça, il faut le noter, Rousseau emprunte à la mécanique newtonienne l'un des principaux motifs, ça vous ne l'avez pas vu, l'un des principaux motifs qui rend une science de l'homme problématique. Il emprunte à la mécanique newtonienne, au système causal newtonien, l'un des principaux motifs qui rend une science de l'homme problématique. Pour parler crûment, le comportement humain est trop bordélique pour en faire une science. Il est trop chaotique, il est trop désordonné pour en constituer aisément une science. C'est très facile de déterminer où sera une planète dans 150 ans. C'est très difficile de savoir où je serai dans 2 heures et demie. C'est la grande différence entre le monde, on va dire, des affaires humaines et le monde céleste. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la société nous a littéralement dénaturés, que nous avons déchu de notre nature simple, lorsque nous sommes entrés en société. Et là, il y avait des choses à dire, il y avait des choses à commenter. Aristote n'a-t-il pas dit que l'être humain était un animal social? Notre nature ne nous conduit-elle pas à vivre en société? Qu'est-ce que serait qu'un être humain qui vivrait indépendamment de tout lien social? Laissez tomber tout lien social, de tout lien familial.
je suis un homme à l'état de nature, je rencontre une femme à l'état de nature, on fait un enfant, on l'abandonne à partir de quand? C'est-à-dire pour ne pas former le moindre lien social. Ça va poser un problème pour Rousseau. Si l'être humain est volontairement solitaire, cela veut dire que tous nos sentiments, ceux qui nous lient, ceux qui nous désunissent aussi, sont les effets de la société, y compris l'amour filial, l'amour d'une mère pour son enfant, ou l'amour d'un père pour son enfant, ou l'amour entre deux frères, deux sœurs, un frère et une sœur, enfin bref, les liens familiaux. Quelles sont en effet les 1000 causes qui nous pervertissent, qui nous font déchoir de notre nature, dit Rousseau. Ces 1000 causes sont avant tout les passions. Les passions sont ce qui vont le plus profondément modifier, faire muter notre âme à tel point qu'elle sera, dit Rousseau, méconnaissable. Qu'est-ce que c'est qu'une passion, au sens étymologique du terme? Une passion, c'est littéralement ce qui me rend passif, c'est-à-dire soumis, agi, et non acteur. Or, ce qui est intéressant dans la passion, c'est qu'elle me modifie de l'extérieur. Prenons l'amour ou la haine, par exemple, qui sont des passions, on va dire, classiques du répertoire littéraire ou poétique. Sans la personne que je hais ou que j'aime, je suis tranquille, je suis peinard. C'est la présence de l'objet aimé ou de l'objet haï qui va me changer moi, mais à distance. C'est-à-dire que je ne suis pas l'auteur de ma modification. Et qu'est-ce que cela induit? Et là, on aura vraiment expliqué, c'est-à-dire on aura vraiment pressé le texte comme un citron pour en faire sortir tout ce qu'il avait à nous dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la société, ce que je suis est déterminé de l'extérieur. Ce que je suis est déterminé par mon milieu, par les conditions de ma naissance, mais peut-être plus encore parce que je vais aimer, parce que je vais haïr, et qui ne dépend pas de moi. Autrement dit, pour reprendre la métaphore newtonienne, la trajectoire de ma vie dans la société non seulement va être déterminée de l'extérieur, mais en plus va être totalement imprévisible. Pourquoi, question 2, une science humaine pose-t-elle problème dans ces conditions? Il y avait deux arguments, et la plupart du temps, quand vous en avez vu un, vous n'en avez vu qu'un seul. Le premier argument, je viens de l'énoncer. La vie humaine à l'état de société est trop chaotique. En fait, il faut comprendre la cohérence de la réponse de Rousseau. La vie humaine à l'état de société est trop chaotique pour pouvoir en faire une science. On peut faire la science de la trajectoire des planètes, on ne peut pas faire la science de la trajectoire des grains de poussière. Autrement dit, on ne peut pas construire sur le modèle des sciences naturelles
prédictive et certaine. Une science sur des actions imprévisibles et sans cesse incertaines. Pardon. Et le deuxième argument, qui a été parfois vu, il faut le reconnaître, c'est que à partir du moment où une science de l'homme ne peut pas être une science de l'homme en société, il faut qu'il soit une science de l'homme. Si la science de l'homme ne peut pas être une science, m'a dit, si une science de l'homme ne peut pas être une science de l'homme, c'est pas m'a dit. Si. Si une science de l'homme ne peut pas être une science de l'homme en société, il faut que ça soit quoi? Une science de l'homme. Vous allez y arriver. Bah, pas en société. Si la science de l'homme ne peut pas être une science de l'homme en société, il faut que la science de l'homme soit une science de l'homme pas en société, c'est-à-dire une science de l'homme à l'état de nature. Or, quel est le problème à ce moment-là? C'est que précisément, la société nous a tellement modifiés, la société nous a tellement fait muter, qu'il nous est impossible en tout cas en apparence, il nous est impossible de remonter à l'état originaire que nous voulions connaître. C'est un peu comme Glaucus, il a été tellement défiguré par la mer, par les embruns, par le lichen, par le corail, qu'on devine ce qu'il était avant, mais il a tellement été modifié qu'on ne peut pas séparer en fait ce qui appartient au corail et ce qui appartient à Glaucus. Comme dans ces films d'horreur où on a du mal à voir où commence le maquillage et où finit le maquillage et où commence le visage de l'acteur. C'est pareil. Il y avait un troisième argument. Et il y avait un troisième problème. Le problème principal, au fond, c'est que toutes les sciences sont fondées sur le progrès. Toutes les sciences sont fondées sur le fait d'aller toujours plus loin dans le perfectionnement de nos facultés et de nos connaissances. Toutes les sciences, sauf celle qui compte le plus, aux yeux de Rousseau, la science de l'homme. On peut même aller plus loin que Rousseau tout en conservant l'esprit de Rousseau. Qu'est-ce qui rend possible la science chez l'être humain? Quelle est la faculté qui rend possible la science chez l'être humain? Il y en a plusieurs. Hein. Allez-y. Quand vous faites de la science, vous utilisez quelle faculté? Le courage? Non. Quoi? Oui. La curiosité. Autre chose peut-être de plus rigoureux, on va dire de plus carré, quoi. Oui. La réflexion, la raison, l'entendement, la déduction, l'imagination par la formulation d'hypothèses, etc., etc. Ça vient d'où ça? Est-ce qu'on l'avait à l'état de nature? Non. Ça nous est venu, ça a été construit lentement, progressivement par la société. Autrement dit, les facultés qui nous permettraient de faire une science de l'homme à l'état de nature ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas naturelles. Et ça, c'était le troisième argument, effectivement. Le problème fondamental qui se pose à Rousseau, c'est que pour faire une science de l'homme à l'état de nature, on va forcément avoir recours à des facultés qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas innées, qui sont acquises.
grâce à la société. Donc en fait, je pourrais faire une science de l'homme à l'état de nature, il n'en resterait pas moins que je ne pourrais pas savoir ce que ça fait que d'être un homme à l'état de nature, je ne pourrais jamais le savoir, c'est mort, c'est trop tard. De la même manière que je ne peux pas savoir ce que ça fait d'être un animal. Il faudrait que je sois un animal pour savoir ce que ça fait. Et je ne peux pas l'être. Je ne peux plus l'être. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'avec les deux premières questions, la troisième question coulerait à peu près de source. C'est-à-dire que vous alliez voir le lien entre la question 1A et 1B, on va dire, et la question 2. Or, bien souvent, j'ai eu le droit à, pour la question 2, donc selon vous, que signifie l'expression connais-toi toi-même, j'ai eu le droit au développement personnel pour les nuls. Alors, il faut prendre confiance en soi, il faut croire en ses rêves, quoi d'autre, il faut faire du sport. J'ai eu le droit à ça, quoi. J'ai eu le droit à ça. Alors que vous aviez quand même deux paragraphes assez articulés sur le problème d'une connaissance de soi. Qu'est-ce qui pose problème pour une connaissance de soi? Donc là, c'est un problème d'intelligence du texte, c'est-à-dire un problème de lien à faire entre le texte, les questions et les questions entre elles. Donc je sais pas comment vous avez pu passer à côté de ça pour la plupart d'entre vous. Il fallait reprendre ce qu'on avait vu dans les deux premières questions. Qu'est-ce qui pose problème ici, dans l'expression connais-toi toi-même? Premier problème, comment... Alors c'est une tarte à la crème si vous voulez. C'est vraiment la réponse qu'on attend. Comment se connaître objectivement soi-même? Comment se prendre soi-même comme objet de connaissance? Demander à un juge, à un magistrat, non seulement de juger son propre fils, mais de se juger lui-même. Est-ce qu'il va être impartial? Non. Est-ce qu'une connaissance de soi est possible à ce moment-là? Le problème qui se pose à Rousseau, qui se pose à tout le monde, qui se posait même à Socrate, et Socrate va avoir une solution intéressante, le problème qui se posait à Rousseau comme il se posait à Socrate, c'est qu'une connaissance de soi semble toujours devoir être partiale et donc faussée. Tout simplement parce que je n'ai pas la distance nécessaire pour me prendre moi-même comme objet de connaissance. Ne croyez pas les charlatans qui vendent des livres à la FNAC et qui vous disent regardez-vous bien le nombril et vous arriverez à vous connaître vous-même. C'est pas comme ça qu'on y arrive. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. L'introspection est vouée à l'échec pour une raison assez évidente, et Socrate l'avait formulé à peu près 2100 ans avant notre ami Rousseau. Il n'y a pas la distance. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas voir votre propre main. C'est pareil avec vous-même. Si vous êtes collé à vous, comment pouvez-vous vous voir? Et de là, comment pouvez-vous vous connaître? Ça me fait penser à un texte que je ne pense pas vous avoir fait lire, un texte d'Adam Smith. Adam Smith, c'est un philosophe et un mathématicien anglais qui est surtout connu comme étant un économiste, le premier économiste libéral de l'histoire. Adam, A-D-A-M, Smith, S-M-I-T-H. Et il va écrire, La richesse des nations. Et il va surtout dans le contexte du texte de Rousseau,
il va écrire une théorie des sentiments moraux. Une théorie des sentiments moraux. Et dans le livre 2, il va prendre l'exemple d'un homme sur une île déserte qui a grandi dans la solitude. On peut penser à des exemples que j'avais déjà pris dans le cours, aux enfants sauvages, ou, je sais pas moi, une forme de Robinson Crusoe, quoi. Des gens qui vont être totalement coupés de la société. Des gens qui vont vivre seuls, et absolument seuls. Ces gens-là peuvent-ils être bons? Peuvent-ils être mauvais? Peuvent-ils être beaux? Peuvent-ils être laids? Non. Pourquoi? Parce qu'on a besoin justement, et le terme de réflexion, la faculté de réflexion, elle est essentielle pour ça. Comment on dit un reflet en anglais? Eh oui, reflection. C'est-à-dire que pour se réfléchir, il faut se refléter. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une distance, on a besoin d'un miroir. Et je ne sais pas si vous avez lu Les mots de Sartre ou Le goût des femmes laides de Richard Millet, pardon. Euh, mais généralement, on découvre sa propre beauté ou sa propre laideur dans le regard des autres, souvent de ses parents. Euh, Sartre raconte comment il était considéré comme un joli garçon tant qu'il avait les cheveux bouclés et longs, et la première fois qu'il va chez le coiffeur et qu'on voit qu'il a un œil fixé sur la gare du Nord et l'autre fixé sur la gare de Lyon, je crois que c'est sa grand-mère qui dit oula, mon Dieu qu'il est laid. Et à partir de ce moment-là, il se verra comme laid. Il se verra comme laid parce que quelqu'un l'a vu comme laid et le lui a dit. On ne se voit pas comme bon ou mauvais quand on est seul. On se voit bon ou mauvais dans l'effet qu'on a sur les autres, dans la manière dont les autres nous perçoivent. Ouais, sauf que ça, pour Rousseau, c'est bien là le problème. On ne peut pas se connaître soi-même non plus, et c'était la deuxième partie possible de la réponse. On ne peut pas se connaître non plus par l'intermédiaire, par le biais du regard d'autrui. Pourquoi? Parce que la manière dont les autres me voient, ce n'est pas moi, c'est la manière dont les autres désirent que je sois. Et c'est pas tout à fait la même chose. Autrement dit, l'admiration, la déception, tous les affects que je peux déclencher chez autrui, ça ne me regarde pas moi, ça regarde autrui. Ça ne dit pas qui je suis véritablement. Troisième étape possible du raisonnement, dans la question 2, eh bien, pour savoir ce que je suis véritablement, il faudrait que je sache ce que je suis naturellement, essentiellement. Et là, Rousseau nous dit que ça ne va pas être simple. C'est-à-dire qu'il va m'être extrêmement difficile de savoir ce que je suis naturellement, étant donné que je suis dans et par la société, par le regard des autres. Qui a lu Les Misérables ici? Personne? Il faudrait. Hein. Victor Hugo, oui, c'est bien. Il faudrait que vous ayez tous lu Les Misérables, minimum pour l'année prochaine. Enfin, ça fait partie des classiques de la littérature que vous devez avoir lu au lycée. C'est absolument, enfin, c'est incontournable. Euh, En gros, Les Misérables, c'est l'histoire de plusieurs personnages, mais l'un des principaux personnages, c'est Jean Valjean. Jean Valjean est une grosse enflure, c'est-à-dire que c'est un type qui est mauvais. Il est méchant, quoi. Il tue des gens, il vole des gens, etc., etc. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui va le voir différemment.
et il va être transformé par ce regard. C'est un vieux prêtre qui va le sauver, qui va être très généreux avec lui. Et à partir du moment où le prêtre va le voir différemment, il va se voir lui-même différemment. Vous voyez le lien qu'on peut faire avec Rousseau. C'est-à-dire que le problème, c'est que Jean Valjean était véritablement une ordure. C'était ce qu'il était. Et la manière dont quelqu'un d'autre va le regarder, quelqu'un d'autre que lui-même, va changer le regard que Jean Valjean a sur lui-même. Mais à ce moment-là, Jean Valjean n'est plus ce qu'il était. Il devient quelqu'un d'autre. Quel est le vrai Jean Valjean? Jean Valjean qui a été une ordure, ou le Jean Valjean qui est quelqu'un qui va aider Fantine et Cosette, qui va aider Marius, qui va devenir ce héros de roman? Eh bien les deux en fait. C'est la complexité de ce que nous sommes. Nous sommes à la fois un caractère, une spontanéité, des penchants naturels, spontanés, et nous sommes aussi ce que la société fait de nous, pour le meilleur comme pour le pire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, les conseils que je peux vous donner quand même pour l'année prochaine, c'est qu'il va falloir apprendre à développer votre propos, en philosophie comme en histoire, comme partout. Vous ne pouvez pas en rester là où vous en restez la plupart du temps. C'est-à-dire que j'ai eu des copies, vraiment, hein, des copies, j'exagère pas, des copies de 2 pages. Là où, voilà, une de mes collègues, avec qui j'ai pu comparer les copies, a eu des copies de 8 pages. Times 4, ok? Donc c'est énorme comme écart. Et vous vous rendez bien compte que si les notes vous paraissent sévères, imaginez quelles notes vous pourriez avoir eues dans une classe où la moyenne est effectivement de 2 copies doubles. Ça pose un certain type de problème. Pour cela, et là vraiment je remplis mon rôle et ma mission de professeur, pas de philosophie mais de littérature, il faut que vous lisiez des classiques, il faut que vous lisiez des romans. Et ne me dites pas la culture ça sert à rien. Parce que si, ça sert. Ça sert à vous connaître vous-même un petit peu, à être un peu mieux que ce que vous étiez il y a une semaine, il y a un mois. Ça sert à ça la culture, ça sert à se cultiver. Ça sert à se développer, ça sert à s'enrichir en fait, à enrichir son âme. Alors je sais que c'est peut-être un concept un peu lointain pour vous, vous n'êtes pas obligé de croire en l'âme, mais croyez quand même qu'avoir lu un certain nombre de textes importants, ça va quand même vous changer. Vous allez à l'Esperluette, c'est en centre-ville, et vous avez des romans à 5 euros, des classiques de la littérature, Flaubert, Zola, Hugo, tiens, pendant qu'on y est, Stendhal, Balzac, et vous lisez 20 minutes par jour, 20 minutes sur 24 heures. Ensuite, la semaine d'après, vous lisez une demi-heure par jour, et ensuite vous faites comme moi, vous lirez 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour. Et ça va vous changer. Okay. Fin de